Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un moment très particulier, un moment qui fascine. Les commencements, les premières fois. Oui, surtout dans le sport. C'est toujours un instant chargé de promesses. Exactement. Un premier match, un premier but, c'est le tout début d'une histoire. Et ça peut être potentiellement l'histoire d'une légende. Mais la vraie question, c'est qui écrit ce premier chapitre? Et surtout, comment? C'est une excellente question, parce que cette écriture, elle se fait en direct, en temps réel, et souvent avec juste quelques mots. À peine. On a l'impression de recevoir une simple info, un résultat, mais en fait non, on nous sert déjà un récit complet, une sorte de petite mythologie instantanée. Et la manière dont cette histoire est racontée, ça peut définir la perception qu'on a d'un athlète pendant des mois, voire des années. Ouf, à l'Inter Milan. On va s'en servir un peu comme d'une pièce à conviction. L'idée, c'est de la passer au microscope, de la décortiquer pour voir comment on fabrique un héros. Et j'imagine qu'on verra aussi le revers de la médaille. Oui, on regardera comment on construit tout aussi vite le récit d'un échec. Et surtout, on se demandera quelles sont les conséquences de ces récits si puissants. On va donc passer de l'analyse de texte pur à la psychologie du sport et puis à l'impact des médias. C'est un voyage assez fascinant dans la puissance des mots. Alors, commençons. Notre cas d'étude, le titre de cette communication, c'est « Le baptême du feu d'Andy Diouf à l'Inter ». Bon, d'entrée de jeu, c'est fort. Baptême du feu, ça sonne un peu pompeux pour un match de foot, non? On dirait presque un titre de film de guerre. Est-ce que c'est pas juste un cliché un peu facile que les journalistes sortent quand ils manquent d'inspiration? C'est une bonne réaction. Et oui, bien sûr, c'est un cliché. Mais un cliché, ça le devient parce que c'est terriblement efficace. Ah oui? L'origine de l'expression, elle est militaire. Ça désigne le premier contact d'un soldat avec le combat. C'est l'épreuve ultime, le passage du monde de l'entraînement à la réalité du danger. En l'appliquant au sport, on injecte tout de suite une dose de drame, d'enjeu. On ne dit pas premier match, qui est neutre, on dit épreuve initiatique. Donc avant même de savoir s'il a bien joué ou pas, on nous dit que c'était difficile, qu'il y avait une pression immense. C'est une façon de poser le décor en fait. C'est exactement ça. C'est une technique narrative. On crée une tension. Le lecteur, il est conditionné. Il ne va pas voir une simple performance, mais un test. Un test quasi existentiel pour le joueur. D'accord. S'il réussit, son succès sera perçu comme une victoire héroïque. Et s'il échoue, ce sera pas juste un mauvais match. Non, ce sera l'échec d'une initiation. Le cadre est posé. On n'est pas là pour regarder du sport, on est là pour assister au premier acte d'une quête. C'est intéressant. Ça transforme un simple événement sportif en un chapitre de la biographie du joueur. Ce n'est plus factuel, c'est déjà du storytelling. Alors, voyons comment cette quête se résout. Le texte annonce « Andy Diouf ouvre son compteur avec l'Inter ». Et juste après, il précise « Il inscrit son premier but ». Attendez une seconde. Pourquoi le dire deux fois? Ouvrir son compteur et inscrire son premier but, c'est la même chose. C'est pas juste mal écrit, un peu redondant? On pourrait le penser. Mais je crois que c'est tout le contraire. C'est une construction très habile. Ah bon? La première phrase « ouvre son compteur », ça, c'est le jargon du foot. C'est un clin d'œil. Une façon de parler le même langage que les supporters, de créer une connivence. C'est l'annonce pour les initiés, tu vois. C'est imagé, ça sonne comme une discussion de bar ou de vestiaire. Ah, je vois. C'est le message pour la communauté, le groupe. Et la seconde phrase, du coup? La seconde, il inscrit son premier but, elle est factuelle, universelle, indiscutable. C'est la confirmation pour tout le monde. L'un est émotionnel, l'autre est informatif. Exactement. Ce n'est pas de la répétition, c'est un effet de percussion. C'est comme un 1-2 en boxe. Le premier coup crée l'excitation, le second ancre la nouvelle dans la réalité. Ça martèle l'importance de ce qui vient de se passer. Le message est clair, vous avez bien entendu. C'est arrivé, et oui, c'est bien le premier. Un coup pour le cœur, un coup pour la tête. C'est bien vu. Et pour être absolument sûr que tout le monde a compris qu'il faut se réjouir, le message se termine par 2 emojis. Une flamme et des applaudissements. Flamme, applaudissements. Là, on quitte le journalisme. On entre dans la pure célébration. Le community manager a fait le boulot d'un communiqué de presse en 2 symboles. C'est d'une efficacité redoutable. C'est l'efficacité moderne, oui. Ces emojis, c'est un langage universel. La flamme, c'est la performance exceptionnelle. Le joueur est en fire. Et les applaudissements, c'est la validation par la communauté. Il n'y a plus aucune place pour l'interprétation. Aucune. Le texte nous a dit quoi penser, et les emojis nous disent quoi ressentir.
Le récit du triomphe est bouclé. L'épreuve a été surmontée et la foule est en délire. Voilà. Le héros a donc passé son test, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le message donne des détails sur le contexte. La phrase complète, c'est « Il inscrit son premier but en Coppa Italia sous les couleurs nerazzurre ». Alors, la Coppa Italia, pour être honnête, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le grand public? C'est pas un détail un peu technique, ça? C'est un détail qui change tout. En termes de légitimité, c'est énorme. Si ce but avait été marqué pendant un match amical en pré-saison, l'histoire serait complètement différente. On aurait dit « c'est bien, mais bon, attendons de voir dans un vrai match ». Exactement. La Coppa Italia, la Coupe d'Italie, c'est une compétition officielle. Il y a un trophée au bout. C'est un match en jeu. En précisant ça, la source ancre l'exploit dans un cadre prestigieux. Le baptême du feu, ce n'était pas un exercice simulé. C'était une vraie bataille. Et donc, la performance a beaucoup plus de valeur. D'accord, ça donne du poids à l'exploit. Et l'autre détail, sous les couleurs nerazzurre, c'est une jolie formule. Ils disent pas simplement « pour l'Inter Milan ». Et ce choix de mots est crucial. Nerazzurre, les noirs et bleus, c'est le surnom historique. C'est l'âme du club. Utiliser ce terme, c'est parler au cœur des fans. Ce n'est plus une entreprise, c'est une identité. C'est plus symbolique. Beaucoup plus. Et l'expression « porter les couleurs », elle est très forte. Le joueur n'est plus une simple recrue, un employé. En marquant ce but, dans ce contexte, il a prouvé qu'il était digne de porter l'emblème, l'héritage du club. C'est la dernière étape du rite de passage. C'est fou. Si on récapitule notre cas d'étude en 2 phrases et 2 emojis, on a une histoire complète. Oui, L'épreuve initiatique avec le baptême du feu, le triomphe clair et net avec le but, la légitimation par le cadre officiel, la Coppa Italia, et enfin, l'adoubement, l'intégration dans la tribu avec les couleurs nerazzurre. c'est ça. C'est la recette parfaite pour fabriquer un héros en moins de 280 caractères, quoi. C'est un cas d'école de micro-storytelling. Chaque mot est pesé, chaque élément est là pour construire ce récit d'un début idyllique. C'est parfait pour un début réussi. Mais le sport, ce n'est pas toujours fait de succès. Que se passe-t-il quand ce fameux baptême du feu tourne au vinaigre? J'imagine que la machine narrative fonctionne aussi dans l'autre sens. Construire un récit d'échecs. La grammaire est la même en fait, mais le vocabulaire est inversé. Alors prenons un exemple, un cas fictif mais réaliste. Un autre jeune joueur qui fait ses débuts. Au lieu de « baptême du feu », le titre pourrait être « soirée cauchemardesque pour Dubois au Real Madrid ». Ah oui? Le mot « cauchemar » est déjà très très fort. C'est le contraire absolu du baptême du feu. Le baptême, c'est une épreuve dont on peut sortir grandi. Le cauchemar, c'est une expérience passive, angoissante, dans laquelle on est piégé. Ça implique déjà une forme d'impuissance. Le ton est donné. Oui. Le ton est donné. Le joueur n'a pas été acteur de son destin. Il a subi les événements. Et dans le corps du texte, on pourrait trouver des phrases comme « une entrée en jeu manquée » ou alors « marquée par des erreurs coûteuses ». Exactement. Le champ lexical change du tout au tout. On ne parle plus d'exploit, mais d'erreur. Le mot « coûteuse » est important. Il suggère que l'échec n'est pas seulement individuel. Non, il a pénalisé toute l'équipe. Ah oui, c'est vrai. Là où le succès de Diouf était une contribution à la victoire collective, l'échec de notre joueur fictif est un fardeau pour le collectif. Et souvent, on va trouver une conclusion qui achève le joueur, du type le jeune joueur a semblé visiblement dépassé par l'enjeu ». Dépassé, c'est un mot terrible. Ça sonne comme un verdict définitif. Ça ne dit pas « il a fait des erreurs et il va apprendre ». Non, ça dit « il n'a pas le niveau C'est une disqualification. ». Oui, une forme de disqualification. Précisément. Le récit du succès, comme on l'a vu, c'est un récit d'intégration. Le joueur devient l'un des nôtres. Le récit de l'échec, c'est un récit de rejet. Le joueur est dépeint comme un corps étranger, quelqu'un qui n'est pas à sa place. La conclusion implicite, c'est « il n'était pas fait pour porter ses couleurs ». Là où l'un est adoubé, l'autre est excommunié. Et tout ça, encore une fois, sur la base d'un seul match. C'est vertigineux. On a donc ces 2 machines narratives qui tournent en parallèle. L'une qui couronne des rois, l'autre qui bannit des parias. Revenons à notre héros du jour, Andy Diouf. Il a eu droit au traitement royal, ce récit parfait. À première vue, c'est une chance inouïe, non? Une rampe de lancement idéale. Oui et non. C'est là qu'on touche au cœur du problème, à ce que j'appellerais le piège doré de ces débuts qui sont mythifiés. Sur le moment, c'est fantastique. Bien sûr. Le joueur est porté par une vague de confiance, il a le soutien des fans, des médias, il a réussi son entrée.
C'est parfait. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est que ce récit parfait installe une barre extraordinairement haute. Son baptême du feu, ce n'est plus seulement son premier match. Ça devient l'étalon or, la référence à laquelle toutes ses futures performances seront comparées. Ah oui, je vois. Il n'a pas juste marqué un but, il a créé sa propre légende personnelle. Et maintenant, il doit être à la hauteur de cette légende, à chaque match. Donc l'histoire qui a été créée pour le lancer pourrait finir par l'écraser. Si par exemple il ne marque pas pendant les 5 prochains matchs, la question ne sera pas traverse-t-il une période un peu moins bonne, mais plutôt, Plutôt, est-ce que c'était un coup de chance ? le héros d'un jour est-il déjà rentré dans le rang? C'est ça. C'est exactement ça. Le mythe n'a pas de place pour la nuance, pas de place pour les passages à vide, les blessures, les doutes, qui sont pourtant le quotidien de 99% des carrières sportives. C'est la réalité, oui. Le récit médiatique exige une trajectoire linéaire, toujours ascendante. En le qualifiant de héros dès le premier jour, on lui refuse le droit à la normalité. Chaque match sans but devient une petite trahison de sa propre histoire. C'est une pression énorme. Et pour le joueur qui a raté ses débuts, la pression est inversée, j'imagine. Il doit constamment se battre contre ce premier jugement. Oui, et c'est tout aussi lourd. L'un est prisonnier de son succès initial, l'autre de son échec initial. Le premier doit prouver encore et encore que le mythe est vrai. Le second doit prouver, avec encore plus d'énergie, que le jugement était faux. Dans les deux cas, le joueur n'est plus simplement en train de jouer au foot. Il est en lutte constante avec le récit qui a été construit autour de lui. C'est fascinant de voir comment ces quelques mots, choisis en quelques minutes pour un post sur les réseaux sociaux ou un titre d'article, peuvent avoir un tel poids sur la durée. On a l'impression que le sport est une pure méritocratie, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la perception, le récit, joue un rôle au moins aussi important. C'est un copilotage. La performance sur le terrain, c'est le moteur. Mais le récit médiatique, c'est le GPS. Et il peut vous envoyer sur une autoroute ou sur une route de campagne boueuse. Et c'est très très difficile de changer de chemin une fois que la direction a été donnée. En résumé, on est parti de l'analyse d'un tout petit message. On a vu comment il est un concentré de techniques narratives pour construire un héros. Oui. On a comparé ça à la machine inverse, celle qui fabrique des échecs, et on arrive à cette idée que ce storytelling, qu'il soit positif ou négatif, crée une pression immense et durable pour les athlètes. Absolument. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être une question à garder en tête. On a décortiqué comment ces récits sont fabriqués, mais il faut se demander pourquoi ils fonctionnent si bien. C'est-à-dire, C'est parce qu'ils répondent à une demande de notre part, en tant que public. qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand on lit ou qu'on entend parler d'un début de rêve ou d'un cauchemar inaugural, on participe. On participe activement à la création de ce mythe. On le relaie, on y croit. On en est complice en quelque sorte. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'on est vraiment intéressé par la réalité complexe, nuancée et, soyons honnêtes, souvent un peu ennuyeuse de la carrière d'un athlète, ou est-ce qu'au fond, on ne préfère pas la clarté simple, puissante et parfois brutale d'un bon récit, avec ses héros éclatants et ses perdants magnifiques?